Bonjour à tous, bienvenue, merci beaucoup d'être présents pour cette session qui sera dédiée à la communication publique et aux réseaux sociaux et plus particulièrement à Twitter d'ailleurs. Je suis Noémie Buffo, j'ai travaillé pendant 5 ans à la mairie de Paris comme community manager puis comme responsable de la cellule réseaux sociaux avant de passer, de prendre un peu de hauteur et de devenir la voix de la France sur les réseaux sociaux au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères. Et comme toute Parisienne digne de ce nom, j'ai depuis déménagé à Nantes. Ça fait 1 an que je suis à Nantes, où je suis social media manager de la ville de Nantes et de Nantes Métropole. Les exemples que je vais vous présenter, en fait, ça va être un peu comme un catalogue. Je vais vous présenter 3 exemples qui sont chacun tirés des différentes expériences que je viens de vous citer. On va s'arrêter un peu plus longuement sur la première qui concerne la mairie de Paris et on passera un tout petit peu plus vite sur les retours d'expérience Quai d'Orsay et ville de Nantes. C'est voulu. Alors la première raison pour laquelle, selon moi, Twitter est un levier indispensable en matière de communication publique, c'est que Twitter, ça permet une relation d'égal à égal. Contrairement à Facebook, où même si on est une institution ou une personnalité ou une marque, on incarne une page et c'est sur notre page, dans notre espace, qu'on vient commenter nos publications. Sur Twitter, on peut vraiment interpeller qui on veut et qui on veut peut nous répondre. Si vous voulez vous amuser à interpeller Barack Obama, je ne vous garantis pas qu'il vous répondre, mais libre à vous de le faire. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous parler de Paris J'écoute. Alors peut-être que certains dans la salle connaissent déjà, même si j'imagine qu'il y a plus de Nantais que de Parisiens dans la salle. Paris J'écoute, c'est un compte Twitter qu'on a lancé en 2013 et qui est dédié uniquement à apporter des réponses aux questions pratiques des usagers. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner des éléments de contexte sur le lancement de ce compte, parce que je crois qu'il y a beaucoup de clichés et de fantasmes sur la communication numérique de la ville de Paris qui bénéficierait de moyens hyper importants, où tout irait très vite. Et en fait, non, ça reste une administration comme une autre, avec plein de qualités et plein de défauts. Et voilà précisément et le plus honnêtement possible le contexte dans lequel on a lancé ce service Paris J'écoute. Et bien, tout d'abord, tout n'allait pas bien. On avait une réputation d'administration de service public plutôt médiocre. L'opinion des Parisiens, c'était un service public plutôt lent, avec des horaires illisibles, et où chaque question personnelle trouvait une réponse dans un formulaire dédié. Pas génial. Vous ajoutez à ça qu'on avait des services défaillants. Je pense comme n'importe quelle institution et n'importe quelle boîte, on avait notre lot de dysfonctionnements. Je ne vais pas vous en faire la liste parce que ce n'est pas hyper intéressant, mais sachez qu'on était enlisés dans une grève des piscines qui n'en finissait pas et qui cristallisait pas mal de mécontentement de Parisiens. Et on a une culture qui est, je pense, répandue dans beaucoup d'institutions, ce que j'appelle une culture de la prudence très ancrée. C'est-à-dire que l'esprit d'initiative n'est pas spécialement encouragé. On a la culture du CC, du copy carbone dans les mails, où on se déresponsabilise et on met un maximum de niveau hiérarchique pour surtout que la décision ne repose pas sur nous. En un mot, on aurait pu dire qu'on ramait pas mal à l'époque. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que je pense qu'il n'existe pas de contexte idéal pour innover. Et clairement, dans le cadre de la mairie de Paris, on était loin d'être dans un contexte idéal. Pour autant, il y avait un certain nombre de facteurs qui étaient positifs. Déjà, on ne partait pas de rien en matière de relations usagers. C'est-à-dire qu'il y avait des canaux qui fonctionnaient bien. Il y en avait 2. Il y avait le 3975, c'est le standard téléphonique, avec près de 60 agents qui étaient chargés de répondre aux questions des usagers, et une équipe de 6 personnes qui répondaient déjà par mail, par écrit. Ces interlocuteurs-là, ils avaient identifié dans toutes les directions opérationnelles de la ville des chargés de mission, dont une des missions consistait précisément à répondre aux questions des usagers. Donc on a déjà quand même un circuit qui fonctionne avec des gens dont la mission est de répondre aux questions des Parisiens. Et au-delà de ce circuit, on a un circuit d'information qui est efficace, c'est-à-dire que tout ce qui est dysfonctionnement, qui est remonté par téléphone et par mail, c'est pas traité et puis on passe à la semaine d'après. On synthétise chaque semaine dans une publication interne qui s'appelle le JDU. Vous reconnaîtrez là la passion des acronymes des institutions. JDU pour Journal des usagers. Et donc dans cette publication, elle synthétise tous les retours usagers, mail, téléphone, et après on intégrera les réseaux sociaux.
et elle est distribuée à l'ensemble des directeurs, des directrices et des directeurs de la ville de Paris. Pour vous donner un exemple très concret, il arrive régulièrement que la secrétaire générale de la ville de Paris nous saisisse et nous demande une synthèse plus précise sur un sujet qui va persister, un dysfonctionnement qui va persister, et elle va en présenter une synthèse à la maire, enfin au maire puis à la maire. Et donc on a un levier d'action, c'est-à-dire que c'est pas seulement on est capable de répondre aux questions des usagers, c'est on est capable d'écouter les dysfonctionnements et on est capable d'agir sur ceux-ci. Et enfin, troisième facteur positif quand même, on a une responsabilité politique, une volonté politique forte de faire en sorte que la relation usagée soit au cœur du dispositif politique de la ville de Paris. C'est-à-dire que Bertrand Delanoë et Anne Hidalgo savaient ce que c'était que la relation usagée et avaient tout à fait conscience de la priorité qu'il fallait mettre, c'est-à-dire des ressources, à la fois tout simplement des community managers potentiellement, et potentiellement des ressources financières sur ce sujet-là. Si vous avez déjà travaillé en institution, vous savez que sans volonté politique, on a beaucoup de mal à agir. On bénéficiait quand même de cet engagement de la part de l'exécutif. Donc, je nuance mon tableau très sombre que j'ai dressé au début de la présentation. On ne rame pas tant que ça. Finalement, on lance ce compte Twitter assez vite. On est en septembre 2013. Et encore une fois, s'il y en a parmi vous qui travaillent dans des institutions ou dans des vieilles et nobles administrations, vous imaginez sans doute que la création de ce compte a fait l'objet d'une note de cadrage sous couvert de mes N+1, +2, +3, et qu'on a défini les contours du compte pendant 6 mois avant de se lancer. Et ça ne s'est pas du tout passé comme ça. En fait, ça s'est passé, je rentrais de vacances, une période propice, je pense, pour innover. Je suis allée voir mon responsable, je lui ai dit, écoute, on est de plus en plus interpellés sur Twitter sur des questions pratiques, on répond déjà à ces questions, est-ce qu'on ne gagnerait pas à rendre cette promesse transparente et à créer un compte Twitter dédié? Il m'a dit, vas-y, je suis allée voir la graphiste, on a créé la photo de profil, la photo de cover, et on était lancé. Ça a pris 2 jours, vraiment, je ne vous mens pas. Et qu'est-ce qui se passe à l'ouverture? On ne parle pas d'une innovation tech, donc en fait l'ouverture ça prend très peu de temps d'ouvrir un compte Twitter. Ce qui prend plus de temps, c'est d'acculturer l'ensemble des interlocuteurs, et ils sont infinis, hein. La ville de Paris, c'est 60 000 personnes quand même, qui travaillent à des métiers très différents. Et donc c'est le choc des cultures. C'est le choc des cultures à 3 niveaux au moins. Le premier, c'est la culture de la prudence, je vous en ai parlé, qui rencontre la culture de l'instantanéité. Twitter est exigeant, et nous, on s'est engagé à répondre à nos usagers en 8 heures. Alors, répondre pas forcément de façon définitive, mais au moins engager un premier niveau de réponse en 8 heures. Donc ça nécessite d'acculturer chacun des interlocuteurs presque personnellement, en lui disant, en fait, on a besoin que vous répondiez, et oui, ça va être public, mais maintenant, c'est comme ça qu'on fonctionne. Deuxième dimension, on va dire, de choc, c'est la culture de l'expertise versus une exigence synthétique. Je ne vais pas vous apprendre que Twitter, c'est 140 caractères, mais on a des directions opérationnelles qui sont ultra pointues sur leur sujet, et on a des usagers qui ont peu de temps à nous consacrer et qui nous lisent en 140 caractères. Donc pour concilier ces deux exigences contradictoires-là, il faut de la motivation. Et je vais vous donner un exemple très concret. Un jour, un usager me demande sur Twitter si son appartement est en zone inondable. C'est un moment où il y avait beaucoup de pluie à Paris. Je saisis le service des inondations, parce qu'il y a un service des inondations à la ville de Paris. Et la personne me répond quasiment dans l'heure, donc une réponse ultra rapide, ultra complète, le type vraiment plein de bonne volonté, mais ça faisait 8 paragraphes. Je crois que pour rigoler avec mes collègues, on a copié-collé le mail dans Twitter et on était à moins 16 000 signes. Donc en fait, une partie de notre boulot, il consistait aussi à synthétiser ces réponses, et encore une fois, cette culture très pointue de l'expertise en quelques caractères. Et enfin, dernière dimension de choc, c'est la culture du jargon. Je vous ai parlé des acronymes, mais vous savez que dans les administrations, on jargonise beaucoup, versus une exigence de transparence, de parler le langage commun sur Twitter. Encore un exemple, c'était une histoire de dossier de stationnement qui n'en finissait pas parce que l'usager ne fournissait jamais les bonnes pièces. Il avait fini par fournir les bonnes pièces pour que son dossier de stationnement fonctionne. Et donc, je suis en contact avec la SSVP, qui est le service en charge de la voirie et des déplacements. Et j'ai la réponse suivante. La SSVP indique que l'instruction du dossier de l'usager est positive. Ça, c'est
on comprend, mais c'est juste de la novlangue d'administration. Et donc moi, je tape sur Twitter les mots suivants, c'est bon. Et en fait, c'est ça, ce choc culturel, c'est encore une fois, c'est synthétiser, c'est rendre compréhensible à l'ensemble des usagers notre langage. Et en fait, ce choc des cultures, contre toute attente, il est fertile. C'est-à-dire que je rencontre quasiment jamais une hostilité de principe de la part de mes interlocuteurs, mais par contre une très grande curiosité, ça oui. Et finalement, l'accueil des Parisiens est très bienveillant. Et il n'y a pas d'oxymore dans cette phrase. C'est hyper sympathique. Et je pense que c'est en partie sympathique parce que l'attente était tellement peu élevée de la part des Parisiens que l'effet de surprise fonctionne à plein. Et finalement, je pense qu'on peut mesurer le succès de Paris J'écoute, qui continue de fonctionner, hein, dont on a fêté les 4 ans il y a quelques jours, au fait que ça change vraiment la ville. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste là, pour le coup, dans de la communication publique, mais on est dans du service public. Et je vous ai mis une capture d'écran d'un usager qui se félicite du fait qu'il a sollicité Paris J'écoute. Il a demandé à ce qu'on déplace un panneau publicitaire qui est en effet à un endroit incongru et absurde, qui nuit complètement à la visibilité des automobilistes, des cyclistes et des piétons, et qu'on a fini par supprimer suite à son retour. Alors je voulais dresser quelques conclusions de cette expérience, même si bien sûr je pourrais répondre à vos questions s'il y en a sur cette initiative-là. Et la première, c'est peut-être la plus importante pour moi, c'est que l'administration, elle peut embrasser la culture du risque. Et en fait, j'ai écrit peu, mais j'aurais dû écrire « elle doit embrasser la culture du risque » parce qu'il en va de sa survie. Et surtout, elle est forte quand elle le fait. On peut tirer bénéfice d'une image ringarde, et même plus on est ringard et presque plus on est chanceux. Et là, en l'occurrence, c'était vraiment la différence entre je vais jeter une bouteille à la mer, envoyer à un sombre guichet d'une administration une question qui me répondra peut-être dans 2 ans que c'est pas possible, et l'effet, on vous répond en 2 minutes, et en plus on essaye de vous apporter une réponse qui est efficace et qui est pertinente, et qui est même personnalisée dans certains cas, qui a joué en notre faveur. Et enfin, je crois qu'on a réussi à renverser les perspectives. On a pris conscience que le monde avait changé, et on est passé d'un monde où l'usager il posait un RTT parce qu'il avait une démarche à engager auprès de sa mairie, à un monde où c'est la mairie qui se plie en 4 pour répondre, quel que soit le canal par lequel elle est interpellée, et quel que soit même parfois l'horaire et le jour à laquelle elle est interpellée. Puisqu'à la mairie de Paris, à la suite de Paris J'écoute et on va dire 2 ans après le lancement de Paris J'écoute, on a vraiment structuré notre offre et on a fait appel à une agence pour prolonger le service public, et ce service-là, les soirs et les week-ends. Voilà, c'était sur Paris J'écoute. Je pense qu'on n'a pas seulement digitalisé la relation usager, mais on a vraiment contribué à la transformation numérique d'une vieille administration en diffusant la culture de l'instantané et la culture de la transparence. Et tout ça, on l'a fait seulement, entre guillemets, avec un compte Twitter et de la bonne volonté. C'était pour l'exemple mairie de Paris. C'était un premier exemple de l'utilité de Twitter dans le cadre d'une communication publique. Pour le deuxième exemple, on va prendre un peu de hauteur puisqu'on va s'intéresser au Quai d'Orsay, c'est-à-dire au ministère des Affaires étrangères. Et l'exemple que j'ai tiré est donc du coup un des enjeux pour le Quai d'Orsay, sur les réseaux sociaux en particulier, c'était de faire émerger sa voix dans un monde saturé d'informations qu'est Twitter. Et comment on fait pour faire émerger sa voix quand on est la voix de la France au Quai d'Orsay? Et une des réponses qu'on a trouvées, c'est le newsjacking. Alors c'est un mot un peu barbare, mais j'imagine que certains d'entre vous savent ce que ça veut dire. Le newsjacking, c'est profiter d'une actualité qui est hyper populaire sur les réseaux sociaux pour attirer l'attention sur soi et diffuser son propre message. Typiquement dans le cas de la capture d'écran que je vous ai mis là, on était le 21 octobre 2015. C'est le jour où Marty McFly est censé revenir dans le futur, donc arriver chez nous. Et on a profité de cette actualité-là et des hashtags qui étaient populaires, qui étaient Retour vers le futur et Back to the Future Day, pour pousser un message de sensibilisation sur la COP21. Et en fait, sur la COP21, on est allé plus loin
parce que plus largement, on a souhaité capitaliser sur des références de pop culture pour faire connaître les enjeux de ce sommet mondial sur le climat. Donc là, c'est un peu un quiz geek, mais donc là, c'est Mon voisin Totoro, la référence. On a aussi fait ça avec Star Trek, ce qui a bien marché, mais notre must absolu, ce fut Pikachu. Et les Pokémon, la France s'engage en faveur de la protection des espèces animales. Bon, certaines se débrouillent très bien toutes seules. Et en fait, ce qu'on a réussi avec ce compte à rebours sur la COP21, qui repose sur des références pop culturelles, c'est à élargir notre audience. Et finalement, c'était ça notre objectif principal sur un sommet qui apparaissait du point de vue grand public assez technocratique, assez difficile à comprendre. On a souhaité parler à des ados, et ça a été le cas, puisqu'en fait, on a été repris par des sites geeks, par jeuxvideo.com, etc., ce qui explique une audience de 800 retweets, ce qui, entre nous, n'arrivait quasiment jamais sur les comptes de France Diplomatie, qui sont des comptes suivis par des passionnés de relations internationales et pas forcément par des jeunes ados. Et sur la COP21, ils ne se sont pas arrêtés là, puisqu'ils ont développé aussi une vidéo de fact-checking. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'on a fact-checké une vidéo de la Maison-Blanche qui, en substance, nous promettait que l'accord de Paris était néfaste pour les États-Unis. Et en fait, on a repris la vidéo, et vous voyez ce qui est écrit en rouge, c'est nous qui l'avons rajouté, et on l'a republié sur le compte du ministère des Affaires étrangères en anglais. Et là, on a une audience jamais atteinte jusque-là, 20 000 retweets avec énormément de reprises, notamment dans la presse américaine. Ça va jusque-là? J'enchaîne un peu plus vite que sur le premier, parce qu'on m'a fait signe qu'il me restait quelques minutes. Et pour le dernier exemple, on va se recentrer un peu sur la ville de Nantes, et après on aura un petit temps de questions, et plus précisément sur l'utilisation des réseaux sociaux pour faire participer les citoyens nantais au processus de décision qui sont soumis à leur contribution. Alors à Nantes, on a une très haute idée de ce que c'est que la participation citoyenne, à laquelle on réfère en disant d'ailleurs dialogue citoyen, si vous voulez vous fondre dans le dialogue citoyen nantais. Et en fait, on a une plateforme qui s'appelle Nantes & Co, et sur laquelle en fait beaucoup de projets, la plupart des projets de la ville sont soumis à la contribution des Nantais. C'est important pour nous au point qu'il y a des comptes sociaux qui sont dédiés à fédérer ces communautés de citoyens actifs et réactifs sur Facebook et sur Twitter. Et en fait, évidemment, ces démarches, dont la dernière s'appelle 15 lieux à réinventer, on s'en fait évidemment l'écho aussi sur les comptes sociaux de la ville de Nantes. Donc 15 lieux, je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir les belles affiches dans la rue, mais en gros, il y a à la fois des friches et des bâtis qui sont proposés à des Nantais qui peuvent en faire ce qu'ils veulent, un skatepark, un café associatif, etc. Et donc l'idée là, c'est qu'on ne s'adresse pas à des cibles professionnelles, mais vraiment à tous les Nantais, c'est-à-dire vous, moi, vous pouvez vraiment proposer votre projet. Et là, l'enjeu pour la ville de Nantes, c'est à la fois de se faire l'écho, évidemment, de cette démarche participative, mais c'est aussi d'aller capter et d'aller prendre les citoyens par la main pour qu'ils aillent à la fois contribuer sur la plateforme et en vrai dans le cadre de réunions publiques. Et c'est vraiment ce en quoi les réseaux sociaux, c'est un levier indispensable, pas unique, mais indispensable pour faire participer les citoyens, parce que c'est plus facile de mettre un pouce bleu sous une publication ou de commenter un tweet, c'est plus difficile de les amener sur la plateforme à contribuer directement. Ce qu'on a constaté quand même, c'est que quand on se fait l'écho de ces démarches citoyennes sur les réseaux sociaux, on est plus efficace, on capte plus de monde que quand on ne le fait pas. Donc, à ce titre, je pense que ça justifie complètement qu'on s'en fasse l'écho sur les réseaux sociaux. Et c'était un peu mon dernier exemple, c'était pour vous prouver que les réseaux sociaux, c'est un levier de participation actif qui est beaucoup trop précieux pour s'en priver. Si je résume, je pense que je suis dans les temps. Twitter, quand on fait de la communication publique, c'est utile à au moins 3 titres. Le premier, c'est que c'est utile parce que c'est un outil de conversation d'égal à égal et que c'est donc un outil indispensable pour faire
pour prolonger le service public. C'était l'exemple Paris J'écoute. Le deuxième exemple vous a prouvé que Twitter, au titre d'espace public, mérite que vous y exerciez votre influence, puisque c'est un espace public où différents acteurs luttent pour avoir des territoires d'influence. Et quand on est la France sur les réseaux sociaux, eh ben, on pratique la diplomatie numérique parce que c'est un enjeu de soft power, parce que notre influence sur les réseaux sociaux, c'est un enjeu de soft power. Et le troisième exemple, c'était sur Nantes, les réseaux sociaux comme levier indispensable pour susciter de la participation virtuelle et réelle dans le cadre de démarches citoyennes. Voilà, j'ai parlé vite, mais si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre. Je vous laisse mon compte Twitter et mon mail. N'hésitez pas si vous voulez prolonger la conversation. Ce sera avec grand plaisir.